Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ce que j'aime depuis que je suis tout petit, c'est de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui, mais dans des années différentes. Et dès que je tombais sur un almanach, je regardais ce qu'il y avait dedans pour savoir ce que le jour avait donné. Un almanach, c'est un peu la même chose, et je me penche sur les événements du passé, qui ont lieu avec le jour en question. Et comme c'est le début du mois, je vous emmène découvrir l'almanach de septembre. Mais avant, j'ai une question. Je vous le demanderai qu'une fois. Où est Gamora? Non, c'était pas celle-là. Oui, j'ai une meilleure question. Bah allez-y, continuez. Qui est Gamora? J'ai une meilleure question. Pourquoi est Gamora? C'est bon? Bon. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ah, écoutez, alors là, mais oui. Super, alors on va pouvoir commencer. Salut les Focusiennes, salut les Focusiens et bonjour à tous les autres. Je vous emmène dans l'almanach de septembre, mais avant, pensez à mettre le pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Pour commencer le voyage, rendons-nous dans le Londres du XVIIe siècle. Dans la nuit du 2 septembre 1666, un gigantesque incendie se déclare au centre de Londres et fait énormément de dégâts durant les 4 jours et 4 nuits de son activité. Il a commencé un dimanche matin et a été maîtrisé le jeudi suivant. Pendant 4 jours, Londres s'est embrasé comme un paquet d'allumettes. En 1666, Londres est une grande métropole comptant au moins 500 000 habitants. Septembre 66 est un mois très sec, tellement sec que les réserves d'eau sont basses, voire très basses. Et les habitants de Londres sortent à peine d'une tragédie qui a frappé la ville l'année d'avant et qui peine à s'éteindre, la peste. Peste qui a fait 70 000 victimes et qui est encore très présente dans l'imaginaire des Londoniens. Il n'est pas rare de voir passer dans les rues des charrettes remplies de cadavres. Le Lord de Mer ne prend pas tout de suite l'ampleur de la catastrophe et laisse donc les pompiers travailler. Seulement voilà, le feu gagne du terrain et arrive à des entrepôts qui s'enflamment d'un coup et propagent l'incendie tout le long de la Tamise. Incendie qui va détruire 80% de la ville. Ce n'est pas le premier incendie de la ville. Un grand incendie avait déjà frappé Londres par le passé, mais ça remonte à 1212. Il avait aussi détruit une grande partie de la ville. L'incendie est parti de la boulangerie de Thomas Farinor, boulanger du roi Charles II, probablement à cause d'un feu mal éteint. Des braises brûlantes ont mis le feu au bois à côté du four, et la maison prend feu. Oh. Tout cramer, reprendre à zéro. Si j'étais roi, c'est ce que je ferais avec la Bretagne. Thomas et sa famille ont juste le temps de s'échapper par la fenêtre du premier étage. On l'a vu, le Lord de Mer ne prend pas tout de suite l'ampleur du truc et le feu prend de l'importance. Notamment à cause de plusieurs facteurs. Le vent fort, les matériaux hautement inflammables des bâtiments de l'époque, dont la paille, l'architecture de la ville qui voyait des maisons attachées les unes aux autres, et surtout à cause de la peste, parce que beaucoup de maisons sont inhabitées, ce qui fait qu'il n'y a pas d'habitants pour combattre les flammes. Et enfin, le Lord de Mer tarde à agir, s'interrogeant sur le coût de la reconstruction avant de donner son feu vert pour les interventions. Mais c'est combien un gros paquet de blé, hein? Combien il faut que je mette? Beaucoup. Non mais beaucoup combien? Beaucoup. Non mais beaucoup, c'est trop. En effet, pour combattre le feu, le plus simple c'est la méthode du coupe-feu, une méthode qui consiste à créer un vide structurel en démolissant des maisons par exemple, ce qui empêche le feu de se propager. La cause et l'effet, en bref, ont conduit à 3 jours de tir à contrôler. Ce n'est que le 4e jour, le 5 septembre 1666, que le système de district a arrêté les flammes. La zone détruite par le grand incendie de Londres va de Whitehall à la Tour de Londres. 3 jours de feu, 3 jours d'enfer. On estime que 430 hectares ont été détruits, plus de 13 000 maisons, plus de 80 églises ont été brûlées sur le bûcher. Et entre 10 et 15 personnes ont été tuées. Chiffre officiel, qu'avant le compte ont été exclus de nombreux citoyens pauvres dont les restes n'ont jamais été recherchés ni retrouvés. Avant de commencer, je tiens à m'excuser si j'écorche des noms. Pour la deuxième étape du voyage, allons en Chine en 712 pour assister à l'avènement de l'empereur Tang Xuanzong. Tang est un des empereurs qui a régné le plus longtemps, pendant 43 ans, sur l'empire chinois. Et pour en arriver à son couronnement, il faut remonter quelque temps plus tôt à la mort de l'impératrice Wu Zetian en 705. Celle-ci a un fils, Zongzong, qui monte sur le trône. Seulement, le jeune empereur, bien que bien intentionné et pieux, a un gros défaut, sa femme. Madame Zongzong est un peu beaucoup délurée, et elle s'amourage d'un des cousins de son empereur de mari. Et pour couronner le tout, elle n'est pas très discrète, à tel point que son adultère est découvert par un prince, Li Longji, qui, pour laver l'honneur de son empereur, tue l'amant. Parce que c'est notre projet! Zongzong désavoue le geste du jeune prince et pardonne à son impératrice, qui le remercie en le faisant empoisonner avec l'aide de sa fille en juillet 710. Et dans la foulée, elle intronise à sa place un empereur fantoche qu'elle compte diriger jusqu'à la fin de sa vie. Mais n'est pas Wu Zetian qui veut.
et elle va vite le comprendre. C'est à ce moment-là que Li fomente un coup d'État avec l'aide de sa tante, et quelques semaines après l'empoisonnement de son ex-mari l'empereur, Madame l'impératrice douairière se retrouve criblée de flèches dans son palais, par les insurgés menés par Li. Suite à ce coup d'État, c'est le père du jeune prince qui remonte sur le trône impérial. Oui, remonte, car sa mère, Wu Zetian, l'avait écarté 14 ans plus tôt pour placer un de ses frères sur le trône et garder le pouvoir, avant de se faire nommer elle-même impératrice. Une fois en place, il restera aux commandes 2 ans, avant de laisser sa place en 712 à son fils Li Longji, qui devient empereur sous le nom de Tang Xuanzong. Et c'est parti pour 43 années de pouvoir. Années de prospérité pour l'empire chinois, jusqu'à la rébellion d'An Lushan, qui causa la chute de l'empire des Tang. Aïe, coup dur pour Guillaume. Ceci est une autre histoire. Pour la suite du périple, allons faire un tour en Espagne, en 1868, lors de ce qu'on a appelé la Gloriosa, ou la Septembrina, la révolution espagnole de 1868. En septembre 1868, un mouvement révolutionnaire renverse la reine Isabelle II d'Espagne et met en place la République. Expérience qui ne durera que 6 ans et sera marquée par une très forte instabilité politique. Oh merde! Oh, c'est con ça! Elle débouchera sur la restauration de la monarchie, après un gouvernement provisoire, une monarchie constitutionnelle, et une république d'abord fédérale, puis centraliste, et enfin présidentielle. Dans les années 1860, l'Espagne a de graves soucis économiques, accentués par la détérioration du système politique en place que beaucoup jugent trop autoritaire, et par un grand nombre de pertes humaines dans la guerre hispano-sud-américaine. Et en plus de ça, il se consolide de nouveaux modèles politiques, économiques et sociaux. Le libéralisme, le capitalisme et la société des classes avec l'essor de la bourgeoisie et de la naissance du monde ouvrier. Autant dire que pour Isabelle II, ça sent pas bon, mais pas bon du tout. Et c'est en septembre 1868 qu'arrive ce qui devait arriver. Le 18 septembre, les premières manifestations de la force navale se déroulent à Cadix, puis, le 19, les généraux s'adressent au peuple et dans un grand discours déplorent l'état du pays et promettent du changement. Et quand tes propres généraux te tournent le dos, tu peux te dire que ça sent le roussi. Les troupes gouvernementales tentent de résister, mais le mouvement s'étend rapidement à toute l'Andalousie, puis à d'autres zones du pays. Le 29 septembre, Isabelle II s'exile en France. Elle abdiquera 2 ans plus tard, le trône revenant à Amédée de Savoie, duc d'Aoste, puis, après son abdication, au fils le plus âgé d'Isabelle, Alphonse XII. Les militaires, quand même monarchistes, ne veulent que changer la constitution et le monarque. La junte, quant à elle, veut réussir une véritable révolution bourgeoise, basée sur le principe de la souveraineté nationale. Enfin, les paysans andalous aspirent à une révolution sociale. Eh ben, on n'est pas sorti du sable! Le gouvernement abandonne la reine, et une grande partie des militaires suivent les généraux rebelles. Les insurgés reçoivent l'appui de Barcelone et de la zone méditerranéenne, ce qui leur apporte la victoire. Et à partir de là, ils essayent tout. Nouveau roi, et le choix n'a pas été facile. Monarchie constitutionnelle, république fédérale, république présidentielle. Et finalement, ils reviennent à la monarchie 6 ans plus tard, avec comme roi le fils d'Isabelle, Alphonse XII, de 1874 à 1885. La prochaine étape du voyage nous mène en Grèce, en 1687, lors d'une confrontation entre les Vénitiens et l'Empire ottoman. Étape presque obligée quand on visite la Grèce, la visite de l'Acropole et de ses ruines. Mais peu savent que les ruines ne le sont pas depuis l'Antiquité. En tout cas, pas le Parthénon. Ah! En septembre 1687, lors du conflit des Vénitiens contre l'Empire ottoman, les bâtiments de l'Acropole sont les victimes collatérales des combats pour chasser les Turcs d'Athènes. Le Parthénon fut construit sur ordre de Périclès, un homme d'État athénien, entre -447 et -432. C'était un beau monument, superbement décoré, et dont la fonction était celle d'un temple en l'honneur d'Athéna. Puis, du Moyen-Âge jusqu'en 1456, il devient une église vouée à la Sainte Vierge. Et lors de la conquête d'Athènes par les Ottomans, il devient une mosquée. Un harem est même installé dans un ancien temple, le temple Erectrum. En 1687, les Vénitiens assiègent Athènes, et les combats font rage. Ce n'est pas la première fois que l'Acropole est mise à sac, les Perses l'avaient déjà attaqué des siècles plus tôt, mais ce conflit turco-vénitien va lui être fatal. Pensant que les chrétiens n'oseraient pas s'en prendre à un bâtiment qui pendant 1000 ans a été une église, les Turcs stockent leur poudre à canon dans le Parthénon et envoient femmes et enfants s'y réfugier. Dramatique erreur. Un général de l'armée de la République de Venise ordonne le pilonnage de l'Acropole. Dans la nuit du 26 au 27 septembre 1687, suite à un énième bombardement,
un obus transperce le toit du Parthénon. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Une explosion monstrueuse a lieu, faisant 300 victimes et laissant place à un paysage de désolation. Le toit du Parthénon s'est effondré. Le centre du temple et de nombreuses statues sont détruites. Mais cette attaque permet aux Vénitiens de prendre Athènes 2 jours plus tard, avant de l'abandonner quelques mois après, la ville coûtant trop cher à défendre. Les Vénitiens quittent alors la ville, sans oublier de piller le Parthénon et d'emporter des pièces du temple à Vénus. Pour terminer le voyage, nous nous rendons en Égypte en moins 48 pour y assister à la mort de Pompée. Pompée était le fils d'un général romain qui s'était distingué par son inflexibilité durant la guerre sociale de moins 91 à moins 89. Contrairement à son père, Pompée était adulte. De son éducation, le jeune Pompée développe un goût certain pour l'armée et la stratégie. Ça, ajouté à une fortune solide, c'est une bonne base pour rentrer en politique. Justement, le chef de file des Optimates perçoit Pompée comme un jeune homme prometteur. Face à lui, un autre jeune espoir de la politique romaine est soutenu par le meneur des Populares. Il restera connu sous le nom de Jules César. Pompée réussit une grande victoire militaire et pour célébrer son triomphe, il veut défiler dans Rome dans un char tiré par des éléphants d'Afrique. Mais le monsieur n'a pas pensé qu'un char gigantesque, ça passe pas par la porte. Il demande au Sénat la magistrature de consul. Il est âgé de 26 ans et il fait partie de la petite noblesse. Il n'a pas la légitimité de la fonction et passe pour un arrogant. Oh merde. Oh, c'est con ça. Les Optimates se détournent de lui et il est obligé de trouver un autre allié. Il se tourne alors vers un rival du leader des Optimates. Une alliance qui ne durera qu'un an. En moins 77, Pompée réussit à mater la révolte d'Hispanie menée par Sertorius. Et avant de quitter la péninsule ibérique, il érige un trophée à sa gloire sur le col de Pertus. L'inscription qu'il fait graver affirme qu'il a pris 870 villes. Et c'est vrai, en comptant le moindre mot sur sa route, on arrive effectivement au compte juste. La communication était déjà en vogue à l'époque. De retour à Rome, il mate la révolte menée par Spartacus, puis il refait une demande de consulat auprès du Sénat. Il n'a toujours pas la légitimité, mais il est élu, sa popularité poussant le Sénat à lui octroyer une dispense. Il finit par avoir le commandement suprême des forces terrestres et navales et le droit de lever des impôts dans les provinces. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Après plusieurs combats, il fait passer la plus grande partie de l'Asie mineure et de l'Orient méditerranéen sous domination romaine. En janvier 61, se sentant mis à l'écart, il forme avec Crassus et César le premier triumvirat. Et le plan fonctionne à merveille. Crassus et Pompée sont élus consuls, et César voit son mandat prolongé en Gaule. Mais la mort de Crassus 2 ans plus tard rebat les cartes. En moins 51, César a conquis la Gaule et vise un poste de consul. Pompée n'est pas très chaud, et César franchit le Rubicon avec son armée. Pompée sait qu'il n'a pas la puissance suffisante pour battre César aux portes de Rome, et s'en va en Orient le 19 mars. Lors de leur rencontre, César gagne à chaque fois, et Pompée demande de l'aide à Ptolémée XIII, le pharaon d'Égypte. Il débarque le 28 septembre en Égypte, et est accueilli par un de ses anciens centurions, et des conseillers de Ptolémée. Et sans qu'on sache pourquoi, Septimus, l'ancien centurion, le poignarde une première fois, suivi par les conseillers de Ptolémée. Ces assassins pensaient gagner les faveurs de César. Loin de produire l'effet escompté, le trépas de Pompée engendre une guerre. César avait beaucoup de respect pour Pompée. Il respectait ses qualités militaires et son ambition. Ils étaient en quelque sorte les reflets inversés l'un de l'autre, et c'est ainsi que Pompée entrerait dans l'histoire, en unique rival digne de César. Merci d'avoir visionné cette vidéo et d'être encore là. C'était vraiment très intéressant. Vous pouvez en profiter pour mettre le pouce bleu, pour vous abonner et activer la cloche si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, et aussi partager la vidéo en masse. Ça fera marcher l'algorithme. Vous pouvez participer dans les commentaires, dans le respect de chacun, me dire ce que vous avez apprécié. S'il y a des erreurs comme ça, je pourrai les corriger. Et en attendant, n'oubliez pas que c'est en connaissant le passé qu'on peut comprendre le présent et apprendre l'avenir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.